Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolly Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolly Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolly Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolly Bump, rendez-vous sur notre site internet jollybump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice. Bonjour. Bonjour Alice, donc Alice Chéron pour les intimes. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi pour qu'on apprenne à te connaître? Alors moi je suis française, je vis en Italie depuis 9 ans. Je suis à Florence en Toscane, j'ai 2 enfants. Donc Léoné qui a 4 ans et Bianca qui a 2 ans et demi. Je suis mariée à un Florentin, pure souche. Quelle chance. Et j'ai développé en fait une plateforme qui s'appelle alidifirenze.fr qui est dédiée à la joie de vivre à l'italienne et qui se décline avec une partie éditoriale sur un blog et des événements pour les femmes qui s'appellent les fugues italiennes. Dont tu vas nous parler, c'est super. Et alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque là on va parler de ton histoire de maternité. Donc déjà pour commencer, je voudrais savoir comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Alors j'ai absolument toujours eu envie d'avoir des enfants. Et tu sais, quand t'es ado, des fois tu cristallises sur des trucs et tu as des idées en tête. Moi, j'avais décidé que j'aurais des enfants avant 24 ans. Je sais pas pourquoi, mais je pense avoir été énormément influencée par ces téléfilms un peu à la concon de mères très très jeunes que je me rappelle avoir regardé avec ma sœur. Et du coup, j'ai ce truc d'être mère, tu vois, très jeune, ce qui n'est absolument pas arrivé puisque j'ai eu mon premier enfant à 30 ans. Mais par contre, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Alors du coup, comment se sont passées tes grossesses voilà. Alors mes grossesses, donc moi déjà j'ai eu 2 grossesses assez rapprochées puisque mes enfants ont moins de 2 ans d'écart et c'est des grossesses qui ont été, j'étais très contente d'être enceinte déjà puisque grande chance de vouloir un enfant et d'être enceinte vraiment super rapidement. Super. Et pour le premier et pour le deuxième, et je me dis que c'est vraiment une chance parce que quand tu vois autour de toi, finalement en commençant à en discuter, c'est vraiment pas du tout la réalité de tout le monde, donc c'est une grande chance, plus d'avoir des enfants qui étaient en très bonne santé. Et j'ai eu 2 grossesses qui étaient super chouettes, si ce n'est que mon corps a décidé d'être absolument énorme, sans aucune manière de pouvoir le contrôler, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris plus de 20 kilos par grossesse à chaque fois, sans être dans l'excès de quoi que ce soit. Oui, sans comprendre pourquoi. Sans comprendre pourquoi, c'est le corps qui avait besoin de devenir énorme pour abriter ses enfants qui sont nés énormes en effet. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'était un peu une surprise parce que je m'attendais pas. J'étais enceinte de 4 mois, j'avais l'impression d'être enceinte de 7 mois. D'accord. Comparé à mes copines. Et c'est vrai que toutes mes copines ont fait des enfants vraiment dans la même année et demie. T'as l'instinct qu'il y a une espèce d'alarme qui se met en route. Et du coup, t'avais quand même pas mal de points de comparaison. Et moi, j'étais vraiment l'énorme bidon du groupe, quoi. Et quand j'ai fini, surtout pour Léoné qui est né à bien plus de 4 kilos, les gens dans la rue... En fait, parce que j'avais pas pris du visage, j'avais toujours des bras de poulet, mais par contre, j'avais un énorme ventre. T'as tout pris dans le ventre. Et les gens le voyaient pas tout de suite, tu vois, donc ils me regardaient dans les yeux, me souriaient, vous voyez le ventre, tu vois, il y avait un petit... Tellement c'était un truc, on pensait qu'il y en avait 2, quoi, tu vois. Et du coup, c'était pas évident, j'imagine, de vivre cette... c'était pas... Alors toi, j'ai plutôt le souvenir de passer des grossesses chouettes. J'ai eu beaucoup, par contre, cette espèce de reflux. Où tu te réveilles, t'as l'impression que ça t'a brûlé à l'intérieur, mais bien sur les 3 derniers mois. Et puis, j'étais quand même assez inconfortable pour dormir avec le ventre géant, tu vois, à gérer physiquement.
puis tu touches pas tes pieds, puis bon bref, il y a rien qui va, mais globalement, tu vois, j'ai pas eu de soucis. Pour la deuxième, il a fallu que je fasse plus attention parce que le col était déjà un peu ouvert, tu vois, c'était pas, voilà. Et ma gynéco-italienne était extrêmement prévenante. D'accord. Donc, tu vois, si elle aurait pu m'aliter juste pour être sûre que voilà, mais ça n'a pas été le cas. Mais non, je te dis, il y a vraiment que ce truc de poids où je prenais du poids sans manger particulièrement de choses. C'était physiologique. C'est physiologique, tu vois. Et en fait, c'était même pas l'écart, c'était un repas normal. Tu vois, j'ai fait des pointes à presque 5 kilos en un mois. Mais je pouvais rien y faire, quoi. La gynéco, elle était un peu énervée, mais moi, c'était comme ça, tu vois. J'ai vécu la même chose. Donc elle s'énerve à chaque fois, mais qu'est-ce que tu veux que, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi. C'est clair. Voilà. Alors que pour ma fille, j'ai mangé plus de sucre. Il y avait un truc un peu plus. Ça s'explique. Voilà. Mais alors justement, donc on y vient un peu parce que t'as parlé de ta gynéco italienne. Mais alors raconte-nous ce que c'est une grossesse en Italie. Est-ce que la grossesse en Italie, en fait, l'enfant en Italie, c'est quand même un petit personnage sacré, quoi. C'est vraiment la chose la plus importante au monde. Et du coup, la femme enceinte, dans la rue, c'est Moïse, quoi. C'est les foules qui s'écartent. Tu vois, tout le monde va avoir un gentil mot. Tout le monde, si quelqu'un peut t'aider en quoi que ce soit, les gens vont le faire. C'est vraiment, t'as quand même une bienveillance, tu vois, très poussée pour les femmes enceintes. Alors il y avait quelqu'un qui en parlait dans un des épisodes là de Jolie Bump, c'était sur le fait de toucher le ventre. Oui. Tu vois, en Italie, si t'as un eye contact avec quelqu'un, les gens se permettent immédiatement de toucher ton ventre. Ah oui, c'est d'accord. vraiment, voilà, donc ça surprend. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même. Tu t'y es habituée, toi, ou c'était pas ce qui me plaisait le plus, mais les gens étaient quand même extrêmement gentils, tu vois. C'était donc tu toujours finalement. Ouais. Et puis même, tu vois, je trouve qu'au travail, ce qu'aurait pu être quand même, t'annonces une grossesse. Moi, j'avais une position où j'avais une équipe à manager et tout ça. C'était pas, tu vois, forcément facile de partir quelques mois. Mon chef était en transe que je sois enceinte, tu vois. Il me dit mais oui, mais prends le temps, mais oui, prends le congé le plus long. Tu vois, parce qu'il y a un truc où ça plus l'allaitement, voilà, c'est cette espèce de période, tu vois, où voilà, bénie où la femme est censée trouver son rôle absolu, tu vois. Donc voilà. Donc en fait finalement assez agréable, quoi, quelque part. Assez agréable. Et j'ai une amie à moi qui était enceinte à peu près, tu vois, du même mois, qui est venue me voir à Florence et qui elle vit à Paris et qui avait été tout de suite choquée par l'attention qu'on lui portait. Tu vois, comparé à l'environnement parisien qui devait être un peu plus hardcore, tu vois, au quotidien, quoi. Ouais, où on ne teste pas toujours une place dans le métro. Voilà, c'est ça. J'imagine, du coup, c'était moins de gentillesse. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois ? Moi, je me suis sentie devenir maman à la naissance du deuxième. D'accord, c'est intéressant. Ça. Parce que j'avais très envie d'être enceinte, d'avoir des enfants, mais en fait, je m'étais pas du tout rendu compte, en fait, de ce que ça représentait concrètement que d'avoir un enfant à charge. Tu vois, dans le côté responsabilité, ce que ça impliquerait sur le quotidien, c'était même pas tant l'équilibre entre le couple et le couple avec l'enfant, c'était même moi toute seule. C'était plus une question de... j'ai vécu 30 ans finalement en ne pensant qu'à moi, tu vois. Là, d'un coup, fallait penser à quelqu'un d'autre de manière tout à fait prioritaire. Et ce truc-là, en fait, j'étais juste pas prête. Donc, ça a été vraiment difficile. Et puis, l'accouchement de Léonie a été très difficile. L'accouchement en lui-même, c'était atroce. Ça s'est super mal passé parce qu'il était énorme. D'accord. Qu'à un moment, ils auraient dû faire une césarienne et ils se sont dit, mais non, on va quand même tenter le coup. D'accord. Et du coup, ça a duré... des heures, j'ai poussé plus de 3 heures sans péridurale. Enfin, c'était un truc, c'était ignoble. Ils ont utilisé tous les instruments qu'ils avaient à disposition pour le sortir, ce qui était coincé dans le canal. Et du coup, qui dit forceps, ventouse, tout ça, ça veut dire faire des tests à la naissance, le cerveau, enfin beaucoup plus de stress aussi à la naissance. Et donc moi, j'ai pas pu vraiment m'en occuper à la maternité. Parce que je pouvais même pas me lever pour aller faire le bain et tout ça, donc j'étais vraiment carpette. Ah ouais, avec un accouchement à voix basse, t'étais... j'étais dans un état lamentable. Donc c'était un peu raide. Et puis en fait, comme le petit était fatigué de cet accouchement très long, moi j'étais explosée, l'allaitement, ça n'a jamais pris. On n'a jamais réussi à l'accrocher. Et le problème, c'est qu'en Italie, l'allaitement, c'est pas une option, quoi. Tu allaites, point. Et ils en font une affaire d'État, et du coup,
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aucune bienveillance vis-à-vis des mamans, tu vois. Finalement, heureusement que j'étais dans un hôpital public, dans une chambre, on était 3, donc 3 enfants plus 3 mamans. Et ma plus grande chance, c'était mes voisines de chambre, en fait. C'est vrai ? Qui ont été géniales, tu vois, parce que, du coup, beaucoup plus de juste la petite gentillesse. Ouais. Tu vois, des fois, il s'agit juste d'une phrase, en fait, pour te tranquilliser. Et moi, je pleurais de douleur la nuit, tu vois, je me rappelle encore. Ouais. Ouais, je comprends. Et franchement, j'ai vraiment eu un... Ça fait toujours remonter des souvenirs. Ouais, et en fait, non, vraiment, le côté médical qui s'acharne à vouloir te faire faire un truc. Moi, je savais même pas que je voulais allaiter. Enfin, tu vois, j'étais là... Tu t'es pas posé la question. J'avais pas particulièrement envie. Ouais. Donc, j'aurais plus été un peu, et puis ensuite, on arrêtera vite fait, tu vois. Et puis là, il y a eu un espèce d'acharnement où, au final, ça n'a jamais pris. Ouais. On est rentré à la maison en pensant que peut-être que... Sauf qu'il a perdu trop de poids, donc on a dû retourner 10 jours en néonatalité, enfin tout le bazar, quoi, tu vois. Ouais. Et donc là, l'obsession totale, c'était de le faire grossir avec mon lait et tout ça. Donc ensuite, vu que ça prenait pas, j'ai dû tirer mon lait pendant 1 mois et demi. D'accord. Sauf que tirer ton lait full time pour tous les biberons, quand c'est même pas un truc auquel t'avais vraiment réfléchi, en fait, tu vois, et t'es projeté dans ce truc-là. Et finalement... Il y a un moment, je savais même plus pourquoi je le faisais, parce que j'étais tellement éclatée. Oui, on t'a même pas demandé ton avis. Ouais, on m'a pas vraiment demandé mon avis, et du coup, j'étais un peu propulsée dans ce truc-là. Ouais. Et donc, j'ai fait ça 1 mois et demi, et puis ensuite, on est passé en poudre, et puis tout le monde était, tu vois, tout le monde était content. Du coup, j'avais un souvenir total traumatisant du démarrage, plus gros baby blues. Pour le premier, qui a duré un bon mois, où je voyais une pomme sur la table, je me mettais à pleurer, tu pouvais rien me dire, enfin j'étais dans une sensibilité où j'étais là avec le petit, je savais pas quoi faire, enfin c'était horrible. Et la deuxième, du coup évidemment j'avais pas du tout envie d'accoucher naturellement, ça me paraissait un peu compliqué, je savais pas du tout comment me préparer à ce truc-là, et heureusement, elle était dans le mauvais sens dans le bidon. D'accord. Et en Italie, on ne tente jamais l'accouchement par voie basse si l'enfant n'est pas dans la bonne position, alors qu'en France, ils le tentent par le siège. Oui. Et en Italie, non. Donc tout le corps médical était dégoûté que je ne puisse pas accoucher par voie basse. Ils étaient obligés de faire une césarienne. Et toi, t'étais trop contente. Moi, j'étais en transe. Et surtout, tous les médecins que j'ai vus, tu vois, à cette période-là, me donnaient des exercices très précis pour faire en sorte que l'enfant se retourne dans le ventre. Exercices que tu ne faisais donc pas. Que je ne faisais pas, et 2, je faisais exactement l'inverse. Méthodiquement, j'ai fait l'inverse de tout ce qu'on m'a dit en me disant non, cet enfant, même déjà, puisqu'elle s'est mise dans une position pour que je sois obligée d'y repasser, elle a senti le truc, donc clairement, on va aller au bout de ce truc-là. Et du coup, la césarienne, qui reste quand même une opération, ça fait peur. Mon mari n'était pas avec moi dans la pièce. Ah, parce qu'en fait, c'est pas autorisé. C'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Et là, c'était non. Donc bon, t'es quand même dans un climat très, très médicalisé, quoi. Ça fait un peu peur. Mais sauf que là, en fait, comme c'était prévu... Oui. Comparé aux douleurs que j'ai eues pour le premier, c'était de la gnognotte, quoi. Tu vois, t'avais eu une expérience tellement... et puis en fait, si tu veux, avec la césarienne, on me disait, bon, madame, ça serait bien que là, d'ici 3 heures, va falloir réussir à se demi-lever, quoi, tu vois. Et en fait, moi, le fait qu'on me dise... Il y avait il y avait une feuille de route, en fait, avec la césarienne. Hein. Donc, tu vois, je me raccrochais à ce truc-là. Donc, ok, dans 3 heures, ok, je me lève. Dans 6 heures, je vais faire pipi, ok. Et du coup, tu vois, ça m'a vachement aidé. Ça a mis un cadre, en fait. Ouais, ça a mis un cadre, exactement. Super. Et puis, j'ai eu ma mère qui est venue à chaque fois pour mes 2... Ça, c'est cool. Ouais. C'est vrai que ça compte. Ouais. Et pour ta deuxième, du coup, t'as pas essayé... Pour l'allaitement, t'as... Et alors, pour l'allaitement, bizarrement, donc là, j'avais plus aucune idée, mais surtout, par contre, j'étais sûre de faire exactement ce que je voulais, moi. Oui. Donc, je m'étais dit, je tente, on verra. C'est l'avantage du deuxième. Voilà. Et elle s'est accrochée tout de suite, j'ai allaité 6 mois. Ah oui. Donc, tu vois. Incroyable. D'accord. Ah ouais. Et trop bien. Donc c'est cool parce que du coup t'as aussi vécu, tu vois, j'ai aussi vécu la version la version plus cool, quoi. Ouais, donc finalement 2 expériences complètement assez opposées. complètement différentes. Et donc du coup en fait c'est quand t'es arrivée la deuxième, tu disais que vraiment t'as eu ce sentiment. Je me suis sentie c'est vraiment la deuxième qui a posé déjà parce que moi j'ai toujours voulu une fille. Ouais. Et ça, les gens le disent pas trop. Ils disent toujours, mais non, je m'en fiche, fille ou garçon. Bah non, on a tous de temps en temps quand même un peu envie tu vois, envie d'un ou l'autre. Et en fait, moi, j'ai mal vécu quand on m'a annoncé que c'était un garçon pour le premier. Ouais. Tu vois, c'est le seul moment de ma grossesse où il y a eu une petite semaine où j'étais un peu chafouine, un peu chafouine, un peu perturbée.
Et finalement, heureusement que j'ai eu un garçon en premier, parce que ça m'a mis dans un espèce de mindset un peu complètement différent sur ma façon de gérer la situation. Et quand Bianca est arrivée, je sais pas, il y a eu un truc un peu... Ça a déclenché un truc, quoi. Ouais, ça a été un peu magique. Pas plus magique, mais enfin, une magie différente. Et plus l'allaitement, plus ce côté un peu charnel, ça rajoute quand même... Il s'est passé quand même autre chose. D'accord. Ouais. Et du coup, comment se sont passés, on en a un petit peu parlé, mais comment se sont passés tes premiers mois de maman? Donc du coup, tu nous as un peu raconté pour Léoné et pour... En fait, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était que donc j'avais un blog à la base, tu vois, que le alidifirenze.fr, je l'avais développé en parallèle de mon boulot. Ouais. Et du coup, je voulais utiliser le congé mat pour mettre un coup d'accélérateur. Donc pendant le congé mat, j'avais vraiment bossé et avancé mes trucs. Et en fait, quand le nourrisson est arrivé et prenait toute la place, moi, j'avais d'une certaine manière ma to-do list, mes envies, mes projets. Et en fait, clairement, le monde entier me demandait de m'arrêter, tu vois. Et ça, j'ai pas du tout su le gérer. D'accord. Vraiment, le démarrage, les premiers mois, c'était... j'étais obligée de rien faire d'une certaine manière, tu vois. Et moi, je cherchais à faire des choses en chaque mini moment, tu vois. Je devais essayer de faire quelque chose aussi pour moi, pour mon projet. Et donc, je me rappelle de manière complètement ridicule. En fait, quand t'habites à Florence, t'as une station balnéaire qui s'appelle Forte dei Marmi à 1 heure, qui est un peu huppée, où vont toutes les mères florentines. Tu vois, c'est le grand déménagement au mois de juin et elles rentrent en septembre, dans l'autre sens. Et du coup, moi, on m'a mis à Forte dei Marmi dans une maison avec mon enfant, et puis on m'a dit, tu vas rester là. Et c'est pas mon mari qui l'a fait, il l'a fait juste parce que c'était la meilleure chose à faire pour être au frais par Florence, avoir la mer, enfin c'était quand même des conditions, voilà. Mais moi, en fait, je savais plus où j'habitais à ce moment-là. J'étais complètement à la ramasse. Et je me rappelle, j'avais récupéré d'une boutique que j'aimais beaucoup plein de choses dont je voulais faire des photos dans le contexte de la mer, tu vois. Donc, j'essayais de faire mes articles et mes choses entre eux, de biberon. C'était un carnage. Il avait quel âge, Léoné, là, quand t'es partie? Là, il avait 1 mois et demi. C'était vraiment le tout début, tu vois. Et puis, les vacances se sont enchaînées. Et en fait, moi, j'avais un guide de voyage. Une maison d'édition venait de me contacter quand à peine je suis sortie de la maternité, tu vois, j'ai reçu un mail. J'avais un guide à écrire, ce qui était hyper excitant parce que j'avais un mini blog voyage et on me demandait d'écrire, tu vois, un truc un peu plus sérieux. Et j'avais ce projet d'e-commerce que je voulais sortir en octobre. D'accord. On était en juillet, j'étais à 0 sur la to-do pour les deux. Le nourrisson dans les bras, aucun plan d'organisation potentielle à la rentrée, donc c'était quand même un peu sport. Mais du coup, on s'est organisé avec mon mari pour que je puisse partir, parce que le guide était sur Venise, pour que je puisse partir à Venise toute seule pendant 4 jours pour commencer à bosser un peu, tu vois, sur mon guide. Et en fait, ce voyage, qui est ma première fugue, techniquement, qui finalement a inspiré derrière mon projet pro, ça m'a fait un bien, mais... c'était une renaissance, quoi. Mais totale. Parce que pendant 4 jours, j'étais toute seule. Ouais, j'avoue, j'ai dormi, j'ai marché, j'ai discuté, j'ai vu des choses magnifiques partout. Enfin, j'étais de nouveau complètement propriétaire de moi-même, tu vois, alors que je m'étais complètement perdue de vue derrière l'enfant, la nouvelle vie, tout ça. Donc moi, c'est cet équilibre-là qui est toujours difficile, en fait. Mais en fait, finalement, que t'as touché du doigt rapidement à cette occasion, quoi. Complètement, complètement. Et avec Bianca, comment s'est passé ensuite parce que quand on a 2 enfants s'y rapprocher, c'est parce comment en fait les premiers mois? Ouais, c'était un peu sport. Et surtout qu'en fait, Léoné, finalement, dans notre équilibre avec mon mari Andrea, on n'a jamais eu l'impression qu'il avait complètement tout révolutionné. On n'avait pas vraiment... On prétendait pas continuer à avoir la même vie, tu vois. Mais on était ouvert à toutes les hypothèses. Et finalement... les choses se sont organisées assez facilement, naturellement. On avait quand même du temps pour nous. Enfin bon, ça se goupillait bien. Mais par contre, l'arrivée de la deuxième, ça nous a massacré l'équilibre de la famille. Parce que c'est une terreur. Et qu'elle l'était déjà au début et qu'elle l'est encore maintenant. Et qu'il n'y a rien à faire, quoi. C'est Bianca et c'est un peu le petit caractère de feu. Et elle a fait beaucoup de coliques. Et on a des souvenirs de vacances, mais on est parti au lac Majeur, elle avait 2 mois, on est parti 4 jours, et on a cette image avec mon mari où on est assis sur le sol de la chambre en train de manger une soupe industrielle.
Léoné dort au rez-de-chaussée pendant que Bianca hurle dans la salle de bain et on sait plus quoi faire, quoi. Tu vois. Et les fenêtres sont ouvertes devant le lac Majeur sublimissime et on est là, mais on va crever. On va jamais y arriver. Et c'est l'ostéopathe, moi, qui m'a sauvée pour les coliques. Ah ouais. Drastique. D'accord. Ouais. Vraiment. À quel âge, du coup, tu l'as emmené ? Alors, déjà, Léoné, je l'avais emmené très, très tôt. Parce que comme il était né avec cet accouchement un peu compliqué, c'était bien de le faire voir. Et puis, ça s'était bien passé. Et Bianca, tu vois, j'ai dû l'amener à 3-4 mois. J'aurais dû l'amener plus tôt. Ouais. Ouais, et ça a été, tu l'as amené une fois et terminé, quoi. J'y suis retournée, je pense bien, j'y suis allée au moins 2 ou 3 fois, mais dès la première séance, il y avait vraiment eu une amélioration, quoi. Mieux, quoi. Et puis les coliques, c'est vraiment de la douleur, ils sont pas bien, tu sais plus par quel bout prendre. Et puis tu peux pas les soulager finalement. Non, tu peux pas faire grand chose. Ouais. Donc l'ostéopathe, on note. Voilà. et puis non, je trouve que sur la gestion, tu vois, du rythme. Au début, t'as quand même un nourrisson dans les bras. Le premier, il a pas encore 2 ans. Enfin, c'est le bordel total. Tu vois, le quotidien. Et t'as 2 bébés, quoi, en fait. T'as vraiment 2 bébés. Ouais. Exactement. Ouais. Et le premier a clairement besoin d'attention. C'est clair. Et puis il comprend pas trop ce qui lui arrive. Il comprend pas trop. Alors lui, il a été. On n'a jamais eu de. C'est un tellement bon bébé. Pas d'embrouille. Pas de soucis. Super. Pas de. Ouais, vraiment. Mais encore une fois, il a eu une petite sœur très vite. Est-ce qu'il se souvient qu'un jour, il a déjà été tout seul et qu'il était le roi ? Pas forcément. Tu vois ? Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas. Quand il y a plus d'écart. Il y a plus des souvenirs avec sa sœur, tu vois, c'est sûr. Que tout seul, quoi. Donc à ce niveau-là, non, il était. Ouais, donc ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et le fait de prendre ses premiers pas de maman en étant à l'étranger, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est plus dur, moins dur, pas aucun rapport ? Je sais pas si c'est plus dur. En fait, t'as quand même un contexte culturel qui a une vision bien particulière de la façon dont une femme italienne, une mère italienne, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ouais. Moi, je me suis jamais reconnue dans ce modèle-là. Donc, en fait, j'ai jamais été confrontée à des situations où il y a eu un clash, tu vois, où ça m'a mis très mal à l'aise, mais je sens bien que je suis pas forcément dans le moule de ce que je vois autour de moi en termes de, tu vois, de mère florentine, quoi. Mais d'un côté, t'as, par exemple, tu vois, ma belle-mère, elle comprend pas pourquoi est-ce que j'ai pas plus d'aide. Oui, à la maison, tu veux dire ? Maison. Pourquoi est-ce que depuis la naissance, j'ai pas quelqu'un qui vient vraiment m'aider pour gérer encore plus depuis que j'en ai 2 ? Ça lui paraît lunaire, tu vois, qu'on puisse galérer alors qu'on pourrait prendre quelqu'un, tu vois. Mais moi, j'ai été élevée comme ça par mes parents, donc je veux faire, tu vois. Là, avec le temps qui passe, j'apprends à lâcher sur certains trucs parce que je peux pas tout avoir. Je peux pas essayer de développer un projet pro, vouloir travailler jusqu'à certaines heures et en même temps tout faire. Donc, on apprend à s'organiser et chaque année, je lâche un peu plus sur certaines choses et on a de l'aide qui vient nous soulager de temps en temps. Mais c'est vrai que non, il y a pas mal d'Italiens autour de moi qui sont vachement aidés, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est un peu une différence. Et non, ce qui est marrant, c'est que moi, je trouve qu'il y a pas du tout la même autorité sur les enfants. Tu vois, par exemple, Léoné, il va au parc avec ses copains italiens. Les mamans, je les connais très bien, elles sont super sympas. Et très souvent, je sais pas, si Léoné fait une bêtise et que je le rappelle à l'ordre, ou tu vois, il s'est pas comporté comme une oreille, tac, je dis quelque chose, les gens sont un peu choqués de voir que je suis très autoritaire. C'est drôle. Tu vois, il y a une espèce de laisser aller, tu vois, c'est vraiment le roi. Et sur les horaires de coucher. Ça, c'est le jour et la nuit. Enfin, moi, mes enfants, comme au final beaucoup de mes copines françaises, je trouve que les enfants sont couchés tôt, quoi. À 8h00, tout le monde est au lit, les histoires ont déjà été lues, tout le monde dort. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de moi en Italie où les enfants vont se coucher beaucoup plus tard, bien souvent dorment avec les parents, bien souvent dorment avec les parents, le père ne dort même plus dans la chambre. Il y a toutes les options, et parce qu'elles veulent en profiter à mort et elles veulent donner tout ce qu'elles ont à donner, tu vois. Donc pas de jugement, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment à l'opposé, tu vois, réalité, c'est une autre réalité. C'est drôle. Ouais, du coup, ça doit donner des situations. Ouais, c'est assez marrant. Tu dois juste te marrer. Et oui, et donc je me demandais, parce qu'en fait, c'est vrai que on en a parlé, t'as fait une vidéo là-dessus, où tu disais un peu que la maternité, c'était un peu un bien public, un peu en Italie. Est-ce que vraiment, il y a des moments où on te donne plein de conseils que t'as pas demandé, ou est-ce que... Alors, tout le monde y va toujours un peu de son... Tu vois, tout le monde y va un peu de son conseil, tout le monde
monde te demande si t'allaites comme si c'était la première information, tu vois. Bon, comment alors t'as tout de suite un espèce de rapport de proximité, alors que moi je suis hyper pudique, j'ai pas du tout envie qu'on aille me poser, tu vois, des questions, voilà. Mais c'est vrai que non, il y a quand même pas mal de conseils, mais moi de manière générale, par rapport au fait d'être mère, je n'écoute personne, quoi. Ouais. Mais genre personne, c'est-à-dire que c'est ça rentre, oui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai besoin d'aller chercher des informations, je vais les chercher chez des personnes de confiance égale ma sœur, mais en fait ça s'arrête là. Il y a aucun conseil de quelqu'un, enfin ça me... Oui, ça t'atteint pas, tu t'en fous en fait. Pas du tout. Ouais. C'est bien. Et j'ai même plutôt, tu vois, besoin, notamment je trouve le premier mois, d'être en vase clos avec mon mari, ma mère qui fait partie de ce vase clos là, tu vois, les enfants et c'est tout, quoi. J'ai du mal à faire rentrer d'autres personnes, même ma belle-mère, tu vois, le premier mois de vie des enfants, elle me nourrit, elle m'amène de la nourriture, c'est déjà pas mal, ce qui est déjà énorme, tu vois. Je réceptionne la nourriture, je la mange et ça s'arrête là, tu vois. On se verra dans un mois. J'ai besoin, tu vois, d'avoir ce premier temps d'adaptation, quoi. Ouais. Bon, c'est une bonne façon pour elle de participer, remarque, c'est exactement. Bien, ça t'aide. Souvent, c'est ce qu'on dit, d'ailleurs, qu'il faut essayer d'aider les jeunes mamans autant qu'on peut, notamment en emmenant de la nourriture et tout. Très bonne idée, très bon réflexe. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on inculque une double culture. Est-ce que tu le fais déjà avec tes enfants? Comment vous gérez ça avec ton mari, que ce soit au niveau de la langue, à tous les niveaux? Alors, au niveau de la langue, c'est hyper mignon parce que ça marche pas du tout pareil chez les deux enfants. Ah, c'est drôle. D'accord. Alors qu'on a fait vraiment exactement la même chose. Donc moi, je suis le parent évidemment référent français, Andrea italien. Il essaie de parler qu'italien aux enfants. Entre nous, par contre, on parle autant français qu'italien. Ah, c'est drôle. Que lui parle aussi très bien français, donc les deux langues langues coexistent. Une langue fixe entre vous deux. On parle vraiment autant l'une que l'autre. Et du coup, mais Léoné, par exemple, tu vois, il est né dans une culture italienne. Sa grand-mère qui est présente sur place est italienne. Il a la crèche en italien. Évidemment que sa première langue, c'est l'italien. Tu vois, il n'y a pas à chipoter. Mais toi, tu lui parles en français? Moi, je lui parle en français. D'accord. Oui. Mais en fait, c'était finalement assez difficile de continuer à répondre en français quand lui te répond en italien. Ouais. C'est quand même si c'était ta propre langue, ça reste une gymnastique qui est fatigante, en fait, la double culture, tu vois, au quotidien. Donc, quand on me dit, est-ce que tu lui parles que français? Je dis toujours, mais oui, bien sûr. Quand j'y réfléchis, je pense qu'il y a quand même des moments où, tu vois, ça part sur l'autre langue. Et en fait, Léoné, il a parlé un petit peu plus tard que ses petits copains de classe, parce qu'il avait les deux langues, tu vois, dans la tête. Il a démarré 100% italien. Et moi, je l'avais déjà inscrit à l'école française en petite section de maternelle parce que je voulais qu'il se débloque. Et en fait, l'été d'avant, on a passé à Forte des Marmites, la fameuse station de balnéaire UP, que je fais venir ma sœur et ses enfants. Et en fait, cette semaine-là, ça l'a débloqué. Du jour au lendemain, il avait 300 mots de français qui sont sortis. Marrant, quoi. D'un coup. Ouais. C'était un truc de ouf. Et du coup, quand il est rentré en maternelle, après, alors là, c'était trop mignon parce qu'il parlait français avec l'accent italien. Et en fait, il tente des trucs, tu vois, quand il sait pas dire un mot, il va le dire avec un accent français parfait, mais c'est un mot italien qu'il a francisé. Enfin, c'est complètement, c'est drôle. Complètement adorable. Ouais. Alors que Bianca, elle a commencé à parler beaucoup plus tôt et tout de suite les deux langues. Ah, c'est fou. Ouais. Donc, il y a tout de suite des mots français, des expressions françaises, mais parce qu'elle est aussi poussée par son frère, tu vois, et parce que là, le français, c'est vraiment une langue super active à la maison. Et moi, j'ai voulu les mettre à l'école française parce que je veux qu'ils écrivent bien français. Et je me dis, moi, tu vois, qui ai toujours quand même travaillé beaucoup dans la communication, l'écriture et tout ça, 9 ans en Italie, je le paye sur la grammaire, je le paye sur les structures de phrases. Français, tu trouves? Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, pour écrire, il faut vraiment que je me concentre, que je relise, il y a des mots, je ne sais plus comment ils s'écrivent. J'ai besoin d'aller vérifier. Et donc, je sais que cette langue, c'est pas une langue qui est simple. Faut pas, tu vois. Et mon mari qui parle très bien, il l'écrit mais de manière atroce, en phonétique. Il n'écrit pas des petits mots en français, quoi. Donc. C'est pas possible, c'est minable. Du coup, non. Et du coup, j'ai envie que mes enfants, tu vois, ils aient le français à l'écrit bien. Et on verra à quel moment, parce que l'anglais, ils sont censés à l'école française en faire beaucoup. Et mon mari a fait l'école américaine, donc je sais qu'il veut que l'anglais soit impeccable et ce que je peux comprendre. Donc il y a un moment, il se passera sûrement quelque chose à ce niveau-là, mais parce que l'école française, c'est-à-dire qu'ils ont que des cours en français ou est-ce ils sont censés sortir, ça va jusqu'au lycée, avec les 3 langues au même niveau, français, anglais, italien. Ah ouais, c'est ambitieux. C'est ça l'ambition. Ouais.
Sur l'italien et le français, j'ai aucun doute, parce qu'il y a la maîtresse d'italien, la maîtresse de français, là, qui sont en binôme, tu vois, dans les classes. Sur l'anglais, ça dépend, on va voir. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est sûr, ça va dépendre. Mais bon, c'est bien, d'accord. Donc ça, c'est sur l'école, la langue, et sur les habitudes, parce qu'en fait, il y a des habitudes de vie. Clairement, les habitudes de vie, c'est clairement des habitudes italiennes, tu vois. C'est mythique. Mais c'est des trucs assez cool. Mais à table, par exemple, Léoné, il veut manger, tu vois, il voudrait son antipasti, son primo, son secondo. J'adore. Tu vois, tout son bazar, quoi. Il est là, il comprend pas, il regarde sa purée, il est dégoûté, tu vois. Et surtout parce que s'il va chez sa grand-mère italienne, mais c'est Byzance, tu vois. il a tout sur la table. Tout est fait maison, tout est délicieux. Enfin bref, il a la table qui est mise. Enfin, c'est le roi. Ouais, d'accord. Et donc ça, sur la nourriture, moi, je le vois. Je le vois vachement, quoi. Mais par contre, comme il est, tu vois, on rentre très souvent en France. Moi, je suis très proche de ma sœur, donc on fait des vacances ensemble tout le temps. Et puis les cousins ont le même âge, donc c'est le truc rêvé pour que, tu vois, le génial, côté français, voilà. Et à terme, ce que j'aimerais bien, quand il sera un tout petit peu plus grand, parce que nous, en fait, on est tous normands dans la famille, on a une maison de famille en Normandie, j'aimerais qu'il puisse, comme quand moi j'étais petite, tu vois, aller en Normandie et faire des vacances qui sont extrêmement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire en Italie, tu vois, et qui pour moi serait un bon équilibre, D'accord. Et alors maintenant, on va parler de vie professionnelle, on en a un petit peu parlé. Donc, première question, est-ce que la maternité a eu un impact sur ta vie professionnelle ? Alors moi, ça a eu un impact absolument monstrueux sur ma vie professionnelle. Ça a absolument tout changé. Puisque c'est ce que je te disais, c'était vraiment moi en me lançant dans mon projet qui était un embryon de projet, rien n'était vraiment défini. En fait, ce blog, ça a été un espèce de fil rouge où plein d'opportunités sont arrivées grâce au blog. Mais du coup, je savais ce que j'avais envie d'y mettre. Je savais que la route était bonne, mais je ne savais pas du tout où est-ce qu'elle allait me mener. Et en fait, pour ça, il a fallu avancer et continuer. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure de la fugue, qui était ce petit voyage que j'ai fait toute seule. Pour la petite anecdote, en fait, mon mari est venu me faire une surprise pendant la fugue en m'emmenant mon fils à Venise sur le Vaporetto avec la poussette, et en fait il est reparti dans l'autre sens aussi vite qu'il est arrivé parce qu'il a compris que c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Mais tu vois, ce voyage, ça a été un moment vraiment que j'avais un peu sacralisé parce que je savais à quel point il m'avait fait du bien. Et en fait je devais repartir faire un petit voyage comme ça pour moi, et j'ai pas pu parce qu'il y avait une fête de famille et j'ai dit non, j'ai pas envie de la louper, donc j'y vais. Mais je savais pas que j'étais enceinte de Bianca, donc en fait j'ai perdu 3 ans entre guillemets entre une fugue et une autre. D'accord. Et quand je suis partie la fois d'après, c'était en septembre l'année dernière, donc j'avais déjà Bianca. Le projet professionnel, il avait avancé, mais il n'y avait pas plus de réponses. C'est-à-dire que j'avais déjà ma web-série qui s'appelle Dolce Folia, qui est sur YouTube. Que je t'ai connue comme ça. Voilà, qui est un peu le pendant extrêmement léger de toute cette aventure, où je parle en même temps d'anecdotes culturelles, mais c'est un format plutôt humoristique, je fais tous les personnages et tout ça. Et en fait, ça m'a vachement aidée parce qu'en fait, ça a un peu consolidé une communauté qui avait envie de rire, qui avait envie de bienveillance, qui adorait l'Italie. Mais ça voulait pas dire que je savais quoi faire de tout ça, mais en tout cas, ça commençait à exister. Donc c'était très chouette. Mais en même temps, je faisais marrer les gens sur YouTube, et de l'autre côté, j'étais totalement en dépression parce que j'avais mes enfants, j'avais des horaires de gestion de journée, mais j'avais pas de temps pour faire quoi que ce soit pour moi. J'étais toujours, enfin voilà, le soir, 2 enfants petits à 8h, mais moi j'étais muette, je pouvais plus rien dire, j'étais dans un état lamentable, donc j'étais pas au top de ma forme, c'était difficile, quoi. Et du coup, tu l'as gardée à temps plein. En fait, je l'ai. Alors Bianca, elle était encore, elle avait la nounou le matin et puis après l'après-midi, elle allait. Le matin, elle était 4 heures avec une nounou et l'après-midi, elle était avec moi. D'accord. Léoné était en crèche, j'allais le chercher à 4h30 et puis ensuite, tu vois, il y avait la soirée. Mais encore une fois, ces heures de travail, j'avançais sur des choses sans trop savoir. Tu vois, ça. T'avais pas le temps de prendre du recul pour exactement. Et du coup, donc je décide de. C'est mon mari qui me pousse à repartir en me disant mais repars, fais-toi quelques jours toute seule, repars à Venise. Il est parfait, ton mari. Il est fantastique. On venait d'emménager dans cette super nouvelle maison qui était vraiment un super projet de vie, mais qui m'avait bouffé les dernières minutes de liberté que j'avais à disposition parce qu'il fallait tout refaire, tout choisir.
Et du coup, je pars. Et cette fois-là, en fait, j'en ai fait un article qui s'appelle La Fugue, où j'explique pourquoi je pars, comment je suis dans ma tête. Et puis moi, j'aime bien ce côté un peu... si tu veux, les réseaux sociaux, c'est là évidemment pour vendre du rêve, inspirer les gens. Mais je trouve ça sain, en fait, de remettre un contexte et une réalité qui est, oui, au pays de la Dolce Vita, tout n'est pas non plus tout beau, tout rose. Même si on a une très belle maison, c'est chouette, on fait des voyages... Bon, la vie, c'est aussi ça, tu vois. Ouais. Et en fait, cette transparence-là, les gens l'ont capté tout de suite. Et j'ai été, mais recouverte de messages de femmes qui ne m'avaient jamais écrit avant, qui étaient ce que j'appelle les lectrices de l'ombre. Celles qui suivent tout, qui savent tout, mais qui ne commandent jamais. Oui. Et en fait, il y en a beaucoup. Et donc, j'ai halluciné, tu vois, d'avoir autant de réponses de femmes qui, elles aussi, avaient besoin, en fait, de partir quelques jours, de se couper de la réalité pour juste prendre un peu de recul, prendre soin d'elles, faire le point, remettre un peu les priorités au clair et hiérarchiser un peu les pensées, tu vois. Parce qu'en fait, au quotidien, quand t'es dans un bordel pareil, entre le boulot, les enfants, ou même pas que les enfants, même juste une vie très prenante, tu t'entends plus réfléchir, quoi. T'es plus capable le soir de faire un step back et puis tu vois de regarder un peu la réalité telle qu'elle est. Et du coup tu vois il y a ce petit truc là quand même qui a commencé à me titiller de toutes ces femmes qui avaient évoqué ce besoin là. Quand je suis rentrée du voyage, j'ai réécrit un autre article qui disait ce que j'avais fait, comment je l'avais fait, qu'est-ce qui m'avait fait du bien. Et en fait le fait de post-analyser entre guillemets cette fugue, tu vois, au prisme un peu d'une boîte à outils de ce qui, moi, avait été utile, en fait, c'est devenu ma boîte à outils pour les fugues italiennes. C'est-à-dire que c'est des ficelles que j'ai tirées après, tu vois, pour mon propre projet. Et puis, donc, il y a eu ces mois où, tu vois, j'avais, cette idée de fugue, qu'est-ce que je peux en faire ? Enfin, quelqu'un, tu vois, rebondit fortement sur quelque chose que j'ai évoqué. Alors c'est une surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais en même temps c'est un besoin de femme. Oui. Et moi depuis que j'ai eu une fille, ce côté un peu féministe que j'avais pas du tout avant, ça s'est un peu réveillé naturellement, tu vois, parce que tu te dis ok, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme outil, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme valeur, soit pour pas qu'elle fasse, tu vois, peut-être pas les mêmes bêtises que moi ou qu'elle se positionne différemment. Enfin en tout cas t'as envie de l'armer d'une certaine manière pour vivre dans les temps dans lesquels on vit. Et mon fils aussi d'ailleurs, parce que tu vois c'est des choses à inculquer aussi aux garçons. Et du coup, j'avais très envie, d'une manière ou d'une autre, de faire un projet pour les femmes, sans trop savoir, tu vois, quelle forme ça pourrait prendre. Et ce truc des fugues, c'était juste faire du bien, tu vois, à ces femmes-là. Donc, pour moi, c'était vraiment le rêve, parce que ça donnait de la valeur et du sens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et à cette période-là, il y a Guillaume, qui est mon binôme, qui a rejoint l'aventure. Et du coup, en fait, c'est une nouvelle dynamique quand t'as quelqu'un qui rentre dans ton délire, parce que d'un coup, t'arrêtes de te parler toute seule, en fait. Tout simplement, tu vois. J'avais beau faire des blagues en stories, là, j'avais quelqu'un à qui faire des blagues en direct. Ouais. Donc, en fait, au début, c'était complètement artisanal. Donc, on était installés dans la salle de jeu des enfants. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Quand il est arrivé, il y avait même pas encore les fugues. Et puis, du coup, j'ai commencé un peu à en discuter avec des gens de confiance à Florence, notamment Betty Soldi, qui est cette calligraphe avec qui on fait un atelier à chaque fugue florentine, qui elle m'a dit mais oui, mais tu devrais faire, moi aussi j'ai fait ce groupe, tu vois, où j'ai emmené des femmes du monde entier à Florence. Donc elle m'a donné un peu cette espèce de validation peut-être dont j'avais besoin, tu vois, pour me lancer. Et donc j'ai imaginé le concept des femmes italiennes qui était un petit groupe, donc c'est des groupes de 10 femmes qui voyagent seules avec moi dans une des destinations italiennes que je maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller faire du tourisme dans un lieu qui est sexy juste parce que c'est sexy. L'idée c'est qu'il faut que ça ait du sens pour moi, pour que je puisse transmettre, tu vois, des messages qui sont forts et auxquels je crois, tu vois, pour chaque destination. Et en fait, ce qui est complètement magique, c'est que si tu mets 10 femmes qui ne se connaissent pas mais qui viennent pour les mêmes raisons, enfin qui ont chacune leur raison personnelle mais qui viennent dans le même état d'esprit, mais c'est de la pure magie en fait. C'est génial. C'est génial parce que au bout de chaque 6 heures, il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a quelqu'un qui rebondit sur quelque chose. Les ateliers sont là, tu vois, pour nous faire avoir de nouveaux sujets. Et l'idée, c'est vraiment que sur 3 jours, en fait, tu fugues pour te retrouver, pour te reconnecter à tes valeurs, pour discuter de ce qui est important pour toi. Et surtout, et ça pour moi, c'est presque le truc le plus important, même quand je fugue pour moi, c'est qu'en fait, quand tu te présentes
au monde, c'est-à-dire aux gens qui t'entourent à ce moment-là, sans aucune barrière parce que tu ne les connais pas. Et que ces gens, ils n'ont pas d'a priori sur toi. On est sans jugement, on est dans la bienveillance la plus totale. Tu es dans une espèce de réinvention de toi que tu peux te permettre où tu verbalises déjà les changements que tu as envie d'impulser. T'es peut-être qu'au début, tu vois, d'une phase de changement, mais t'as cette liberté, cette douceur incroyable de pouvoir le faire là devant les femmes, tu vois. Et du coup, c'est une liberté folle, en fait, qu'elles s'accordent, tu vois, en fuguant et en... C'est génial. Et toi, t'assistes à ça, quoi. Et moi, j'assiste à ça. Non, mais c'est mythique. Émerveillée. Ah ouais, total. Et en fait, tu vois, donc j'avais défini le premier week-end qui était à Florence, dans mon fief. Et en fait, je l'ai pré-lancé auprès de toutes les femmes qui m'avaient contactée pendant ma fugue. D'accord. Donc, un, par mail, j'ai recontacté toutes les nanas qui m'avaient, tu vois, un peu fait confiance, en fait, tu vois, en délivrant un message. Et du coup, quand j'ai lancé la fugue sur les réseaux sociaux, la fugue, elle était déjà complète. D'accord. Parce que ces nanas, elles se sont... Mais en fait, pour beaucoup, il n'y avait plus aucune raison de ne pas le faire. C'est génial. Parce que ce qui manquait, c'était juste le... Bah viens, je te prends par la main, en fait. Tu vois. On y va. Et du coup, à ma surprise, je me suis dit, bon, bah alors je vais en organiser d'autres. Et en fait, à chaque fois que je lançais une, c'était complet tout de suite. Tu vois, on a vraiment... Le 2019, on a fait 4 dates, c'était tout de suite plein. Et je pense qu'on a un bon... Là, tu vois, on est en septembre. J'en ai fait 3 sur 4 cette année. D'accord. Et à chaque fois, c'est le même... c'est la magie du groupe, hein, de toute manière, qui fait le... Moi, je suis là en point de confiance, dans le sens qu'elles arrivent, elles ont une figure qu'elles connaissent, c'est moi. Mais ensuite, moi, je suis là pour chorégraphier le week-end. Je suis pas là pour faire la guignolo au milieu. Tu vois, c'est pas moi le centre du truc. En fait, le centre du truc, c'est vraiment elles, les liens qu'elles vont nouer, les sujets qui vont sortir. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de sujets où, en fait, moi, je sais pas ce qui s'est dit. Parce qu'il y a forcément des groupes de discussion, des moments de discussion, tu vois, différents. Moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, il y a une conversation à côté, et je sais qu'il s'est passé un truc magique, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est pas grave, en fait, tu vois. Parce qu'elles sont juste là pour, à un moment, avoir une connexion avec quelqu'un. Et je pense que tu peux être parfois vraiment complètement illuminé par une inconnue qui va te dire une chose d'une certaine manière, alors que peut-être tes meilleures amies, ça fait 10 ans qu'elles te bassinent avec ça. Mais en fait, quand c'est un inconnu sorti du contexte, des fois, tu entends pour de vrai les choses, tu vois. C'est vrai. Et ça fait vraiment ce job-là. Et chaque jour, on a un atelier, justement, pour aller plus loin dans les échanges, en fait, pour déclencher des conversations. Donc, tu as un atelier toujours d'échange qu'avec moi, pour qu'on se présente et puis qu'on discute un peu du thème de la fugue. Tu en as un créatif et un qui est porté sur le corps. D'accord. Et donc, à chaque fois, tu vois, on cadence ça, et en fonction des destinations, on fait des choses très différentes. Donc, tu essayes de changer de destination à chaque fois? En fait, cette année, on a fait 2 Florence, un Chianti, et là, on va à Venise au mois de novembre. Trop bien. Et en fait, il faut que, tu vois, pour moi, il faut que ça ait du sens. Je peux pas inventer un truc parce que ça va faire sexy sur le planning. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses, parce que si moi-même, je suis pas capable de défendre le truc becs et ongles, ça va pas le faire, tu vois, ça, et les gens vont le sentir tout de suite. Du coup, tu vois, pour l'année prochaine, on va rester quand même beaucoup en Toscane, mais par contre, on thématise beaucoup plus. D'accord. Pour que les gens, tu vois, puissent se positionner sur quelque chose qu'ils sentent mieux. Mais moi, j'ai besoin d'être avec mon réseau, avec des intervenants que je connais, tu vois, de pousser les meilleures personnes possibles, en fait. Et en fait, à Florence, je pourrais en faire 15, qu'il n'y en aurait pas 2 différentes, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire. Donc, on va voir. Donc, trop bien. Trop bien. Et en parallèle, donc tu continues, enfin pas en parallèle, mais enfin dans le projet, tu continues aussi ton blog. Oui, tout à fait. En plus, là, on a une stagiaire absolument fantastique qui vient d'arriver pour 6 mois. Et l'idée, c'est qu'en fait, la partie éditoriale, on veut pas du tout la lâcher, parce que pour moi, ça a toujours été ce qui amène des opportunités. Travailler avec des maisons d'édition, faire un e-commerce, organiser des demandes en mariage, c'est que des choses complètement improbables, finalement, que j'ai fait parce qu'on me l'a demandé et parce que les gens sont arrivés sur le site. Donc, l'idée, c'est de produire mieux, produire plus, tu vois, mais pas lâcher ça. D'accord, super. Et alors du coup, puisque là, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso, et comment tu t'organises toi au quotidien? Enfin, voilà. Bah, l'équilibre vie pro, vie perso, je pense que c'est un peu le combat d'une vie, hein, clairement. Et j'ai un peu arrêté... En fait, j'ai arrêté de penser que quand je suis dans la partie vie professionnelle, c'est du temps pour moi personnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu un moment, en fait, les enfants et la famille prenaient tellement de place que quand j'avais du temps, ce temps n'était que pour le travail. Il n'y avait jamais
de temps pour toi. Tu vois, le temps pour moi, ça n'existait pas. Ça voulait dire travailler, en fait. Et ça, il y a un moment, ça va pas. Il faut réussir quand même à cloisonner un peu tout. Et puis un blog, en fait, ça n'a pas de début, pas de fin, pas de limite. Bien tu sûr. vois, ça prenait toute la place tout le temps. Donc là, maintenant, clairement, le week-end, c'est quand même à 90% consacré aux enfants, à la famille, à moins qu'il y ait un lancement de fugue, et là il faut que je sois derrière l'ordi pour répondre aux mails, pour téléphoner, tout ça, mais sinon j'essaie vraiment de faire attention, parce que trop vite en fait t'as passé ton week-end sur ton téléphone, ça n'a aucun intérêt, et c'est pas comme ça que j'ai envie que mes enfants me voient, donc ça m'intéresse pas, mais ça tu vois, j'apprends à le faire maintenant. Et pour mon côté vie pro, vie perso, ce qui pour moi a été le plus beau changement de la dernière année, c'est qu'en fait, donc ce que je te disais, que mon bureau était installé dans la salle de jeu des enfants, alors que c'était une très jolie petite pièce, mais qui était au cœur de la maison, au cœur de l'activité de la maison. Pendant 1 an, on a encore eu des travaux, donc travaux, femmes de ménage, enfants qui rentrent, bordel permanent. Et en fait, j'avais une petite pièce, comme une dépendance, qui était collée à chez moi. Et en fait, on a transformé ça en bureau. D'accord, donc t'es un petit peu isolée, quoi. Non, mais j'ai une pièce à moi, en fait, qui est comme un cocon, une tanière, tu vois, j'ai l'impression que c'est l'équivalent de la chambre d'ado en version professionnelle, tu vois. C'est mon monde à moi. Même quand mon mari est physiquement dans cette pièce, ça me dérange, parce que c'est vraiment ma pièce, tu vois. Et tu vois, il y a un fond de tapisserie, c'est la tapisserie que j'ai récupérée de chez ma grand-mère. J'ai tous mes petits objets. Tu vois, là, j'ai le droit de mettre mon petit univers, membre, tu vois. Et ça, c'est vraiment... Et il y a ce côté... bonjour à l'équipe quand t'arrives, t'as ouvert le bureau et tu l'as fermé physiquement et t'es rentré chez toi. Donc en fait, même je réapprécie beaucoup plus le fait d'être chez moi. Tu vois, ça a vraiment cloisonné un truc... Donc ça, c'est... c'est tout bête, finalement. Mais le nerf de la guerre. Et puis, j'ai arrêté aussi... Je crois que je me pose aussi moins de questions sur ce truc de vie pro, vie perso. J'ai compris que de toute manière, mon projet étant tellement dans l'émotion et finalement dans ce que moi, j'essaie de donner de moi-même, je sais pas si ça vaut le coup de définir et de cloisonner autant, de qualifier le projet, en fait. Tu vois, dans mon cas, je trouve que c'est moins pertinent. Et en fait, c'est pas grave que ça soit pas défini comme ça. L'important, c'est que je puisse accorder du temps à mes enfants et que je le vive bien, tu vois, et que les choses soient bien organisées. Et pour te dire concrètement, en fait, là, mon mari, en ce moment, il est en transition professionnelle, donc il a un peu plus de temps. Et donc, il me fait la faveur suprême de les emmener le matin et d'aller les chercher le soir. Oh là là. Ce qui veut dire que je peux travailler, il part à 7h30 le matin et il revient à 18h. Ce qui pour moi est une plage horaire de travail c'est immense comparé à ce que j'ai eu les dernières années. Et en fait, quand ils rentrent à 18h, déjà je suis trop contente de les voir, tu vois, première news. Et deuxièmement, en fait, j'ai une énergie de folie pour les 2 heures qui constituent en général le truc, tu vois, le tunnel de la mort. Ben là, moi je suis contente, en fait, tu vois, je fais les mains avec eux, je joue, on mange, je leur raconte des histoires et tout me paraît tellement plus facile. D'accord. Donc du coup, il y a peut-être un truc où le jour où mon mari va repartir bosser, il va falloir que là, on prenne quelqu'un pour gérer cette sortie de... Tu vois. D'école. Parce que, est-ce que ça vaut le coup, si on peut se le permettre, est-ce que ça vaut le coup que j'arrête de travailler à 4h30, donc que tous les jours, je range mon frein et que je fasse la gueule, tu vois, plutôt que de prendre quelqu'un qui fasse juste cet aller-retour-là, et finalement, je m'en occupe quand même le soir, donc j'ai quand même eu ce que je voulais, tu vois. Bien sûr. Et tout le monde est content, quoi. Donc t'as ce... Donc là, en ce moment, bonne c'est tellement bien. En transe. Régal. Et je passe sur une autre question, du coup, que j'adore poser. C'est quel est ton rapport à ton corps de maman ? Justement, on en a un peu parlé après tes prises de poids à la grossesse. Alors, mon corps de maman... accouchement naturel, il n'y a pas à chipoter, tu perds quand même beaucoup de kilos, tu vois. Et moi, je me rappelle que 1 mois et demi après mon accouchement de Léoné, j'étais pas Cindy Crawford, mais j'étais en 2 pièces à Forté-des-Marmies. Ah, quand même. J'étais boudinée, J'étais pas impeccable, mais c'était pas l'enfer sur terre. C'était pas la cata. C'était pas la cata. Et par contre, moi, je me suis fait un cadeau après cette grossesse-là, c'est que j'ai pris un coach pendant 6 mois, 1 fois par semaine. Et donc, en 1 heure, il faisait 2 heures de boulot. Et je me rappelle qu'à Noël, j'avais des muscles, j'étais fine. Donc, tu vois, en 6 mois, l'affaire était réglée. Pliée, quoi. Pliée. Et j'avais trouvé que le corps avait quand même une mémoire de dingue. Parce qu'il sait où est-ce qu'il doit revenir. Tu vois, en sens inverse. Il y avait quand même eu, voilà. Et j'avais fait beaucoup de... Ah oui, j'ai pas dit ça.
Non, ça, il faut que je te le dise. Donc, tu sais, quand t'es enceinte, t'as tous ces trucs-là de cours pour l'allaitement, suivi de... Oui, les cours d'accouchement. Les cours d'accouchement et tout ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, moi, je suis rentrée dans la pièce, physiquement. J'ai vu les gens, j'ai vu la prof, j'ai entendu 5 minutes et je suis ressortie et je suis plus jamais allée. Parce que j'ai détesté tout. J'ai détesté la façon dont on parlait de l'allaitement, ça m'angoissait complètement. Ils sont extrêmement anti-péridurale aussi. Ah oui. Ouais, le côté douleur, ça fait un peu partie du mécanisme pour eux. il faut souffrir. Faut souffrir un peu. Exactement, t'as quand même un petit truc un peu comme ça, D'accord. donc c'est pas évident. Et donc moi, c'était que des messages qui m'angoissaient évidemment au plus haut point, donc j'ai décidé de ne pas le faire du tout. Et du coup, par contre, j'ai fait du yoga 2 fois par semaine pré-mama. D'accord. Et je me rappelle encore sur la table d'accouchement pour Léoné, sentir mes abdos. Tu vois, sentir mes muscles, parce que j'ai eu besoin, en fait, heureusement que j'étais en forme, tu vois, physique. Pour accomplir ça. Pour accomplir vraiment le truc physique, tu vois. Donc ça, voilà. Et par contre, Bianca a été beaucoup moins mignonne, parce qu'avec une césarienne, tu sors de l'hôpital, J'étais pas énorme, j'étais énormissime. Mais c'était un truc de dingue. Je me rappelle avec ma mère, on est allé m'acheter des pantalons, c'était... je sais pas, c'est le plus gros pantalon que j'ai jamais vu, quoi. J'étais vraiment énorme pendant très longtemps. J'étais gonflée partout. Je perdais pas, quoi. Et donc là, j'ai mis très longtemps. Ouais. Enfin, j'ai bien mis 9-12 mois à perdre la partie peut-être kilos. Ouais. Mais en fait, le ventre de césarienne, les muscles, j'avais 2 enfants, donc je pouvais pas retourner au sport, faire comme je voulais. J'étais beaucoup plus fatiguée, donc j'avais pas l'énergie, tu vois, pour me mettre ce coup de bambou et tout ça. Et en fait... Là, les derniers 6 mois, ils ont été un peu clés par rapport à ce rapport avec le corps, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je me massacrais. Soit avec le coach à 7h le matin, alors, tu vois, des trucs d'une violence pas possible. Et puis moi, j'ai toujours la banane, donc en plus, tout le monde est là à me dire « Oh là là, mais t'es trop forte, mais comment tu fais ?» Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, non, je suis en souffrance, les gars. C'est même débile que je le fasse. Arrêtez de me dire ça, tu vois. » Donc j'ai fini par arrêter de le faire, pas faire de sport pendant quelques mois. Et en fait, j'avais besoin de remettre un peu de la douceur dans ce rapport au corps qu'a fait des enfants et que tu peux pas maîtriser comme ça à 100% en lui donnant des coups de bâton, quoi, tu vois. Et comme j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation, parce que je voyais un professeur pour la peau, alors tu fais tout un tas de trucs où tu comprends que ce que tu fais te fait du bien à l'intérieur, donc t'as plus envie de te faire du mal, en fait. Je comprends. Et moi, j'ai fait beaucoup de yoga. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de yoga, mais j'en fais depuis très longtemps. Parce que j'ai commencé avec ma mère quand j'avais 14 ans. Ah oui. Et, tu vois, donc pionnière du yoga, un une peu. initiation, tu vois, voilà. Et donc j'en avais fait avec elle. Et j'en ai fait comme ça en pointillé, toute, tu vois, depuis 20 ans. Mais jamais hardcore, jamais, tu vois, mais toujours, voilà. Puis ça m'a toujours fait vachement de bien. Et j'ai une prof que j'adore à Florence. Et du coup, j'ai fait ma fugue de cette année pour moi. C'était sur la côte amalfitaine en retraite de yoga. Super. Donc j'ai fait 1 semaine avec elle. Et en fait, c'est la première fois que la fugue en général, c'est plutôt un travail sur l'état d'esprit. Je réfléchis à ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire. Et mon corps agit dans la fugue parce que j'aime bien l'activer, j'aime bien beaucoup marcher, faire du kayak, tu vois, reprendre possession du corps. Mais j'aime pas lui faire du bien. Tu vois, il est pas là pour... Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, là, pendant cette fugue, c'était un peu l'harmonie totale entre me faire du bien, on a trop bien mangé, et du coup, mon corps, post-semaine de yoga, c'était un autre corps. Ah oui, c'est 1 semaine. Ouais, parce qu'en fait, comme j'avais amorcé beaucoup de changements sur la nourriture, on a fait 1 semaine de nourriture 100% végétarienne. Et en fait, avec ce que j'avais déjà amorcé, ce qui s'est passé cette semaine-là, quand je suis sortie de la semaine de yoga, j'ai continué à pratiquer toute seule, tu vois, j'en faisais un petit peu tous les jours. Et en fait, en 1 mois et demi, j'ai changé mon corps. Et là, j'ai récupéré mon corps d'avant. C'est fou, ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est vraiment avec la nourriture, les changements aussi liés à la nourriture. Qu'est-ce que t'as changé, en fait ? En fait, déjà, je mange quand même un peu moins de pâtes. Ouais. Ça y est, ouais. Et puis moi, j'en mange vraiment tous les jours, tu vois. J'en mangeais tous les jours. Et c'est vrai que j'avais quand même le ventre gonflé. L'après-midi, j'avais le coup de bambou à 3h, comme les enfants, tu vois. Donc, je mange quand même un petit peu moins de pâtes. J'ai toujours mangé beaucoup de légumes et j'ai toujours beaucoup fait attention à ce que je mangeais. Mais là, je mange vraiment beaucoup, beaucoup plus de légumes. Et j'ai arrêté le lait de vache. C'est que des choses assez basiques, tu vois. Plutôt yaourt au lait végétal. Je bois aussi moins de café. Tout un tas comme ça, tu vois. Je me fais des centrifugeuses tous les matins avec beaucoup de légumes plus que des fruits. Carottes, céleri, tout ça.
Et en fait, c'est un peu le mix de toutes ces choses-là où ça a un peu marché et tu vois, c'est arrivé à un... C'est cool. Ouais. Du coup, tu te sens bien, en fait. Là, en ce moment, physiquement, ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Et pourtant, je suis plus lourde sur la balance parce que je pense que j'ai repris du muscle. Oui, ça, à la limite. Donc, c'est pas la balance qui dit... C'est rarement une question de balance, en réalité. C'est ça. Ouais. C'est vrai, hein. Complètement. Ouais. Bon, super. Ouais, super. On suit les conseils. C'est cool. Surtout pour moi qui suis 5 mois postpartum. Et je voulais te parler aussi des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à tes enfants. Est-ce qu'il y en a en valeurs... Voilà. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Ouais, alors t'as toujours un peu envie que tes enfants fassent pas les mêmes erreurs que toi, je pense. T'as quand même ce truc où moi, c'est en réfléchissant à la façon dont j'ai géré certaines décisions ou ma façon d'être, comment j'aimerais que eux soient mieux, tu vois, tout simplement. Et j'aimerais quand même qu'ils aient cette liberté incroyable d'être qui ils doivent être, tu vois, sans se mettre eux-mêmes des barrières. Et je me dis, moi, tout mon processus, tu vois, depuis ce divorce qui finalement m'a fait rester en Italie, ce changement de carrière, enfin ces changements en fait à répétition où j'ai l'impression de me remettre en jeu en fait énormément, c'est un peu en fait, c'est pas un retour aux sources en fait, complètement de qui j'étais quand j'étais enfant, ce que j'aimais, qui j'aimais être, et donc mais il m'a fallu, tu vois, enlever des couches et des couches de ce que de comment j'ai grandi, des gens avec qui je suis restée, de la société en général, de ce qu'on attendait de moi, des barrières que je me suis mises. Et tu vois, il a fallu que je fasse ce travail pour réussir à finalement aujourd'hui être une personne que j'apprécie beaucoup plus que la personne que j'étais il y a 10 ans. Tu vois, et j'aimerais bien que mes enfants ils aient pas besoin de faire ce travail, tu vois, dans un sens puis dans un autre, en fait, j'aimerais qu'ils gagnent 10 ans et j'aimerais qu'ils aient cette liberté un peu folle d'être exactement qui ils ont envie d'être, qu'ils aient le courage d'être cette personne-là parce qu'il en faut beaucoup aussi. Et puis ça sera déjà pas mal, tu vois. Et puis de moi de pas imposer je pense que les parents naturellement on a besoin d'être rassurés, on a besoin de s'assurer que les enfants sont heureux. Bah non, il va falloir qu'ils passent par des phases difficiles, il va falloir qu'ils soient tristes, il va falloir plein de choses. Et il va falloir être là sans essayer de trop influencer, il va falloir qu'ils fassent leurs erreurs. Donc je pense que c'est plus, moi, me positionner comme accompagnatrice, tu vois, des erreurs qu'ils vont faire et leur donner toute la confiance et tout l'amour du monde, quoi. Tu vois. Et par rapport à ça, toi, le fait, donc t'en as parlé dans ta construction à toi, mais est-ce que au quotidien, enfin dans ta vision de la maternité, t'es influencée par le rapport que t'as eu avec ta maman ou peut-être la façon dont elle a vécu sa maternité avec toi ou pas? Bah en fait, oui, c'est sûr, parce que tu vois, même dans, bah t'as toujours en tête le modèle que t'as eu toi, tu vois, c'est mon modèle, c'est forcément un peu mon modèle absolu, et j'ai une première déclinaison de ce modèle qui est ma sœur, qui a eu des enfants avant moi. D'accord. Et donc moi, si j'ai un souci, mais même d'éducation, tu vois, je me pose une question, Léoné fais pas ci, fais pas ça, je vais tout de suite demander à ma sœur, quoi. C'est mon réflexe numéro 1 dans la vie, et ce que dit ma sœur, j'ai pas besoin d'aller contre-vérifier, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Et je pense que oui, ma mère, je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'était ce côté, et ça l'est toujours, elle te donnera toujours tout. Tu vois, tout ce qu'elle possède ira à son enfant, quoi. Cette espèce de, tu vois, d'amour inconditionnel et de s'oublier complètement pour les enfants. Moi, je trouve que je le suis déjà moins. Oui, tu vois. C'est une question de génération peut-être aussi. C'est aussi une question de génération, mais je pense que ma sœur l'est plus que moi. Tu vois. C'est aussi une question de caractère. Mais oui, il y a ça, c'est sûr. C'est sûr. Et pour finir, est-ce que tu as des bons plans ou des inspirations à partager qui ont peut-être pu t'aider ou des idées de choses à faire? Ouais, alors moi je suis pas, comme je te disais, je suis arrivée à l'accouchement, j'avais lu quand même quelques pages de cet énorme livre qui t'explique mois à mois ce qui se passe, donc j'avais quand même bien lu la phase de l'accouchement. Donc j'aime bien l'idée d'être quand même un peu préparée sur le moment de l'accouchement, aussi pour... Ok, si ça dégénère, voilà ce qui va se passer, parce que je trouve que quand d'un coup, t'as le côté médical qui rentre en jeu, où t'es plus dans la salle d'accouchement, là d'un coup on t'a transféré dans le truc un peu hardcore, et tout le monde a des masques et des charlottes, et puis ça commence un peu... En fait, il faut quand même un peu savoir ce qui peut se passer, pas se passer, parce que sinon c'est un peu compliqué, donc préparer au moins cette partie-là sur l'accouchement, mais je serais même incapable de dire, tu vois, le livre que j'avais lu. Et c'est vrai que, je te disais, j'aime pas trop
aller chercher des conseils à droite, à gauche, c'est pas trop... J'aime bien, avec mes enfants, être 100% moi-même, un peu dans l'instinct de ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et je me dis, si avec eux, je suis pas 100% moi-même, ça va, tu vois, ça va pas marcher, quoi. Donc, j'aime bien essayer de m'écouter au mieux par rapport à ça. Par contre, tu vois, ce que je te disais par rapport à ce côté un peu féministe, éduquer une fille qui va devenir une femme, inculquer des valeurs et tout ça... Du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, tu vois, mais même que ce soit La Poudre ou même, moi, Génération XX, j'aime qu'elle présente pas seulement des femmes entrepreneurs, mais aussi juste des femmes, en fait, qui ont des idées, des projets à côté du travail, qui a du sens, qui a de la valeur, tu vois, et j'aime l'idée des femmes qui portent, tu vois, de la valeur et qui entraînent d'autres femmes avec elles, quoi. Super. Donc, ça, j'aime bien. D'accord. Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Donc, si on veut te retrouver, donc c'est sur Instagram. Alors, sur Instagram, c'est Ali Di Firenze. Ouais. Sur le blog, c'est alidifirenze.fr. Ouais. Et sur YouTube, pareil, Ali Di Firenze. Avec les vidéos de chez Folia que je vous recommande. C'est vraiment trop drôle. Et donc, les fugues italiennes, en fait, toi, tu en parles en fait sur Instagram et sur ton blog. Exactement. Les fugues italiennes, il y a un onglet sur le site avec vraiment toutes les infos, le calendrier 2020. Moi, par contre, j'aime bien faire que du one-to-one sur les relations que j'ai avec chaque potentielle fugueuse. Donc, il faut m'envoyer un mail, comme ça, après, on peut s'appeler. D'accord. Et voilà. Et l'email, c'est ciao@alidifirenze.fr. Super. Écoute, merci, Alice. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.